Je suis dans un moment très chinois de ma vie. But if you really want to drink decent soup, you have to come to China. Bon alors, qu'est-ce qui se passe avec la Chine ? Entre TikTok, les Labubu et DeepSeek, on n'entend parler que de ça. Et pourquoi il y a autant de monde qui va là-bas ? Il y a eu Macron. Bon, lui, il a pas l'air d'y avoir passé un très bon moment. Mais les gros streamers états-uniens comme iShowSpeed et Hasanabi, eux, ils ont l'air d'y avoir vécu leur meilleure life. Même Zidane, notre Zizou, il est allé en Chine. De mon point de vue, cet intérêt pour la Chine a commencé avec l'utilisation massive de TikTok pendant le Covid. Mais on peut dire qu'il y a eu une accélération au moment de son bannissement par Donald Trump début 2025. Les États-Unis, ils n'avaient pas l'intention de renoncer à TikTok. But China's stealing your data. I don't care. I would dropship my DNA to the front door of the Chinese Communist Party before I watch an Instagram reel. En fait, pour bien montrer à Trump qu'ils s'en fichent de donner leurs data à la Chine, en quelques jours seulement, ils ont été plus de 3 millions à télécharger Red Note, une autre application chinoise, sur laquelle les Chinois les ont nommés les TikTok Refugees. People in China are welcoming American TikTok refugees to Red Note. I would say, welcome TikTok refugees, welcome to Xiaohongshu. Hey, all the TikTok refugees out there, I just want to say welcome to the other side of the world. Prenez juste un moment pour visualiser cette rencontre. D'un côté, il y avait des Chinois qui pouvaient pour la première fois raconter aux États-Unis comment ils vivent réellement, en dehors de toutes les idées reçues sur leur pays comme le crédit social, et on y reviendra. Et de l'autre côté, il y avait des États-Unis essayant d'expliquer aux Chinois ce qu'est une manifestation publique. Je vais pas en parler plus, mais gardez en tête que ça a été un grand moment d'Internet. Both sides also experienced culture shock, with Americans teaching their Chinese friends that they could form a union or protest in the streets if they were unhappy with their work conditions. Meanwhile, Chinese users reminded Americans just how high medical costs and taxes are in the US. Malheureusement, les gouvernements chinois et états-uniens n'ont pas vu d'un très bon œil cette rencontre inattendue. Les utilisateurs occidentaux de Red Note ont vu leur accès être limité en moins d'une semaine, et TikTok a été rétabli dans les 24 heures aux États-Unis. Mais les Chinois et états-uniens ont trouvé comment garder contact via d'autres réseaux sociaux. Ils s'en sont servis pour demander confirmation de ce qu'ils ont pu trouver comme info sur Red Note. Est-ce vrai que les Chinois ont accès à la santé et à l'éducation gratuite ? Est-ce vrai qu'ils ne payent pas de taxes foncières ? Qu'il n'y a pas de sans-abri dans les grandes villes ? Que tout le monde a accès à de la nourriture ? Et je sais pas si c'est une vue de l'esprit ou si c'est vraiment le cas, mais depuis ce moment, j'ai l'impression que tout le monde parle de la Chine. D'après un article de Challenge, cette curiosité pour la Chine est très fortement corrélée à l'âge. Plus la population interrogée est jeune, plus elle sera susceptible de voir le pays sous un œil favorable. Je m'inscris dans cette dynamique, et franchement, quand je vois l'ambiance en France et les perspectives d'avenir qu'on nous offre ici, c'est pas si étonnant que ça d'avoir envie de regarder ailleurs. En vrai, ici, quand on crache pas sur les musulmans du pays, on parle dérèglement climatique, réduction des droits sociaux ou licenciement, contre lesquels on ne fait rien, ou alors on parle d'envoyer des gosses à la guerre ou de la montée du fascisme comme si c'était le futur idéal. Et ça fait 2 décennies que ça dure, et même que c'est de pire en pire. Alors, bien sûr, les images de villes futuristes, les fous rires sur TikTok et l'accueil chaleureux des Chinois sur Red Note, ça donne envie. Envie d'en savoir plus sur ce pays qu'on connaît pas du tout en fait. Pourquoi est-ce qu'un pays qui a une aussi mauvaise réputation en Occident attire soudainement la sympathie des jeunes si ce n'est une franche admiration ? Ça ne peut pas se résumer à Red Note et TikTok. Et on peut légitimement se demander si les personnes touchées, comme moi, n'ont pas subi un lavage de cerveau par la propagande chinoise. Serions-nous devenus incapables de reconnaître les horreurs d'une dictature ? Ou est-ce qu'au contraire, on a raison de regarder vers l'Est ? C'est à ces questions qu'on va répondre dans cette vidéo. Et vous allez voir, la montée du soft power chinois constitue pour nous peut-être bien plus une opportunité qu'une menace à endiguer. J'en sais quelque chose, j'ai fait mes recherches.
万人之上，一人之下，生来就不平凡，不吃喝为怕，浪迹天涯，四海为家，一些妹妹独具人世界风华，前路浪大，我责任被下，我虚出真相，不顾险境多大，在千夫之间迎风踏，是无泪蒸发自己点一束花，不愿做任何人背景，我来命运就由我自己来主宰。La première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que la Chine a une aussi mauvaise réputation en Occident? Déjà, c'est évident que dans la glorieuse démocratie libérale qui est la nôtre, on ne va pas voir d'un très bon œil un régime autoritaire. Le simple fait que la liberté d'expression soit limitée en Chine constitue pour nous, mais surtout pour nos journalistes, le comble de l'horreur et de l'arriération. Mais notre antipathie pour la Chine remonte à bien avant la création du Parti communiste chinois. Et comme souvent, elle est marquée par une vision raciste et coloniale. À la fin du 19e siècle, on était en plein dans le darwinisme social. Et ça a donné plein de trucs crades, notamment l'idée du péril jaune. C'est la peur que les peuples d'Asie pourraient un jour surpasser les Blancs et dominer le monde. On craint alors qu'une Chine qui comptait 400 millions d'habitants ne puisse développer une armée moderne ou que, en s'industrialisant, elle ne finisse par dépasser l'Europe économiquement. Ils avaient vu juste, mais peut-être que si on n'avait pas délocalisé toutes nos entreprises en Chine, on n'en serait pas là. Pour autant, l'idée de péril jaune était et reste extrêmement raciste. Fabriqué par la grande presse, ce stéréotype fut ensuite exploité par des écrivains. En 1908, Émile Drian entama la publication d'une trilogie à succès intitulée « L'invasion jaune ». Il imagina qu'un général japonais allié à la Chine et financé par des juifs américains envahissait l'Europe continentale par la Russie alors que le Royaume-Uni restait neutre. Bon, l'image qu'on avait des Chinois, fin du 19e, c'était pas terrible. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont pas rancuniers. Parce qu'au début du 20e, en 14-18, ils ont été 140 000 à participer à l'effort de guerre à nos côtés contre les Allemands. À partir de 1916, après au moins 40 jours de voyage, ces hommes débarquent au port de Dieppe, du Havre ou de Marseille, puis rejoignent l'arrière-front. Employés par les autorités françaises ou britanniques, ils remplacent les hommes partis combattre. Certains travaillent dans les usines de munitions, d'autres dans des chantiers navals normands. Lima est chinoise et enseigne à l'université de Boulogne-sur-Mer. Elle consacre ses recherches à cette histoire depuis 15 ans. Elle insiste sur un point. Ces Chinois pouvaient aussi se retrouver sur le terrain des affrontements. Ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, la résistance chinoise face à l'armée japonaise a joué un rôle important auprès des forces alliées, ce qui lui a permis de redorer un petit peu son image auprès des puissances occidentales. Mais cet élan fut de courte durée, car la victoire des communistes menée par Mao Zedong en 1949 a bouleversé la donne. La Chine est apparue alors comme un pays idéologiquement aligné avec l'ennemi principal des États-Unis, l'URSS. Et pas que idéologiquement d'ailleurs. Fin 1950, poussé par l'URSS, Mao accepte de participer à la guerre de Corée contre les États-Unis. L'armée chinoise perd près de 200 000 hommes, parmi lesquels le fils aîné de Mao. Mais la Chine a démontré qu'elle était capable de tenir tête à la plus puissante armée du monde. We can see that China is the basic cause of all of our troubles in Asia. If China had not gone communist, we would not have had a war in Korea. If China were not communist, there would be no war in Indochina. Néanmoins, les relations sino-soviétiques ont toujours été traversées par de profondes tensions. Et ces tensions ont atteint un pic au début des années 70. Le président des États-Unis Richard Nixon et Mao Zedong y ont vu l'opportunité d'un rapprochement. C'est à ce moment, en pleine révolution culturelle, et malgré ses slogans aussi violemment anti-américains qu'anti-soviétiques, que Mao Tse-tung décide de renouer avec les États-Unis, pensant qu'il lui est impossible de se confronter simultanément à ses deux adversaires. Pour les USA, embourbés depuis des années dans la guerre du Vietnam, c'est une aubaine. Nixon sauve momentanément sa présidence par ce superbe coup médiatique. Ce rapprochement politique sera ensuite renforcé avec l'ouverture de la Chine au capitalisme mondialisé en 1978. Le pays devient alors progressivement l'un des principaux centres de production de la planète. Ainsi, son image sera passée de péril jaune à péril rouge pour finalement devenir l'atelier du monde. Et c'est à peu près l'image qu'on avait de la Chine jusqu'au début des années 2000. Un pays fermé et autoritaire, si ce n'est dictatorial, où une main-d'œuvre nombreuse et docile travaille vite, dur
et pour presque rien. Sauf que la Chine n'a jamais eu l'intention de rester cantonnée au rôle d'atelier du monde. Et avec son développement économique fulgurant pendant que l'Occident se désindustrialisait, l'inquiétude de voir émerger une nouvelle puissance économique mondiale s'est réinstallée à l'Ouest. Raison pour laquelle on parle aujourd'hui en France de menace chinoise. À l'heure des prédateurs, la Chine n'a pas une minute de retard. Et elle entend le faire savoir. La Chine est une dictature. Elle veut imposer sa loi, non seulement chez elle, ce qui est déjà suffisamment grave, mais aussi à l'extérieur. En fait, le problème de la Chine, c'est qu'elle n'a pas voulu copier le modèle des démocraties libérales occidentales. Et ça rend triste les nostalgiques du colonialisme qui n'ont pas pu transformer le pays comme ils en avaient envie. On est rentré dans le jeu et dans le malentendu avec une naïveté qui est absolument effarante en pensant qu'on allait réussir à transformer de l'intérieur la Chine en l'ouvrant au monde, en démocratisant son régime. Et ça les rend d'autant plus tristes que la Chine, sur le plan industriel et économique, elle a largement rattrapé le bloc occidental, justement parce qu'elle n'a pas appliqué les mêmes politiques. En 2015, la Chine a signé un plan avec des objectifs pour 2025. Le plan s'appelait Made in China. Il avait pour but de faire de la Chine un leader dans l'intelligence artificielle, dans les voitures électriques, dans les énergies renouvelables et une forme de souveraineté sur les métaux rares. Nous, qu'est-ce qu'on faisait en 2015 ? On était empêtrés dans la crise de la zone euro, on votait le CICE, c'est-à-dire une baisse de coûts. Donc en fait, on voit bien qu'eux ont eu des plans qu'ils ont appliqués et que nous, les seuls plans qu'on avait, c'était qu'il y ait moins de fonctionnaires, de baisser les cotisations, de trouver un coupable dans l'immigré, etc. Quand eux avaient des plans stratégiques majeurs, ce que nous n'avons pas eu en France depuis les années au moins 60. Vous allez me dire que si on perçoit la Chine comme menaçante, c'est d'abord à cause de son bilan en termes de droits humains. Et vous avez raison, il y a tout un tas de problèmes en Chine. Déjà, à la fin du XXe siècle, il a été marqué par des famines et la révolution culturelle, deux conséquences directes des politiques de Mao qui entraînaient la mort de millions de Chinois. Et aujourd'hui, on pourrait parler de la répression féroce de tout mouvement politique ou du fait que la peine de mort y soit encore pratiquée. Sans nier l'existence de ces critiques plus que légitimes, c'est quand même important de recontextualiser leur approche par les médias occidentaux. Parce que ceux-ci sont complètement hostiles à la Chine. Ils n'hésitent pas à propager des fake news ou à relayer de la désinformation sur le pays. Typiquement, vous voyez cette histoire de crédit social, comme quoi les citoyens chinois, ils auraient une bonne ou une mauvaise note en fonction de leur comportement. C'est globalement du bullshit. Il suffit de lire le premier paragraphe de la page Wikipédia sur le sujet pour se rendre compte que le crédit social, ça existe pas vraiment comme on l'imagine en Occident. Il y a bien un crédit social en Chine, mais c'est un truc de confiance économique. Et ça vise principalement les entreprises qui sont de mauvais payeurs. Par ailleurs, il faut aussi rappeler que les pays occidentaux n'ont absolument aucun problème à défendre ou travailler avec d'autres pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, voire même qui commettent des génocides ou des déportations massives diffusées en HD sur les réseaux sociaux. Et à commencer par les États-Unis. Si le problème de la Chine était uniquement son autoritarisme et son non-respect des droits de l'homme, les pays occidentaux critiqueraient des pays comme les Émirats arabes unis, Israël ou même les États-Unis avec la même ferveur, ce qui n'est pas le cas. Si la Chine est perçue comme une menace, c'est parce qu'elle est devenue la deuxième, si ce n'est la première puissance économique mondiale en un temps record. Et cette montée en puissance remet en question l'ordre international libéral dirigé par l'Occident depuis 1945. Et c'est ça qui fout le seum au bloc occidental. Ainsi, la Chine a très mauvaise réputation en France. Mais la propagande anti-chinoise menée principalement par les États-Unis n'en est pas la seule responsable. En fait, la Chine n'a jamais particulièrement travaillé son image. En d'autres termes, elle n'a pas travaillé son soft power. Elle n'a pas essayé de se rendre désirable aux yeux du monde. Ou plutôt, devrais-je dire, elle a essayé, mais d'une manière inefficace. Ce n'est pas que le Parti communiste chinois n'a pas compris ce qu'était le soft power, c'est plus que le courant dominant au sein du parti considérait qu'il suffisait d'expliquer au reste du monde ce qu'il mettait en place politiquement pour qu'on se rende tous compte à quel point leur modèle de société est juste et équitable. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur image ? Ils ont fait ce que font tous les bons élèves. Ils ont créé des institutions crédibles et sérieuses.
Ce sont les instituts Confucius. En fait, c'est des centres de partage culturel et aujourd'hui, ils travaillent avec des universités du monde entier. Et puis, pour donner une voix à la Chine, le pays s'est aussi équipé d'une chaîne de télévision internationale, la China Global Television Network. Vous pouvez en regarder des émissions sur YouTube. Elle est diffusée en plusieurs langues, dont le français. Par contre, attention, elle dépend directement du Parti communiste chinois. Le problème de ces initiatives, c'est que déjà elles sont pas franchement grand public, mais surtout elles nous donnent l'impression que le PCC cherche juste à nous faire manger sa propagande. Ce qui en termes de soft power n'est ni très subtil ni très attrayant. Prenez par exemple ce spot diffusé sur la chaîne chinoise internationale. C'est pas hyper convaincant, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de ce spot à ça ? En fait, la percée du soft power chinois est le résultat de la convergence de plusieurs facteurs, notamment économiques et technologiques. Parce qu'en 25 ans, la Chine a profondément changé. Après, je me souviens, la première fois que j'étais en Chine, c'était il y a plus de 25 ans. La pauvreté, en tout cas à Pékin, dans les grandes villes, était vraiment visible. Les grandes villes chinoises du nord, il fait très très froid en hiver. C'était poignant de voir les Chinois qui se chauffaient au charbon, qui n'avaient pas de quoi se vêtir vraiment chaudement. Maintenant, 25 ans plus tard, vraiment, on voit la différence. Il faut donner ce crédit, je crois, aux autorités chinoises, je ne sais pas si vous en conviendrez, professeur Boniface, d'avoir sorti de la pauvreté des millions de Chinois. En fait, en 25 ans, le pouvoir d'achat de la population chinoise, il a significativement augmenté. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a enfin de la thune ? On part en voyage faire du tourisme, ou on offre un spectacle à sa mamie, ou alors on achète un jeu vidéo à ses gosses. En fait, on dépense enfin de l'argent pour des loisirs, des trucs culturels. Et la particularité en Chine, c'est que ces nouvelles dépenses, elles ont tout de suite été très liées aux nouvelles technologies. Le développement technologique a toujours été au cœur du projet national chinois. Son gouvernement a compris que le pays ne devait pas dépendre des technologies étrangères. Avec des locomotives comme le géant du e-commerce Alibaba, le fabricant de smartphones Xiaomi, WeChat ou encore Baidu, le moteur de recherche, avec dans leur sillage des milliers de startups, la Chine n'est plus seulement l'atelier du monde. L'empire du milieu fait désormais la course en tête dans le domaine de l'innovation et des nouvelles technologies. C'est donc grâce à des investissements massifs et un soutien aux entreprises innovantes que la Chine a réussi à devenir un leader, si ce n'est le leader des nouvelles technologies mondiales, que ce soit dans la création de réseaux sociaux ultra populaires comme dans l'intelligence artificielle. DeepSeek, c'est donc une intelligence artificielle générative chinoise de type ChatGPT, aussi performante, voire plus que ChatGPT. Et le développement de cette IA chinoise aurait coûté 20 fois moins que celui de ChatGPT. Et ce sont ces avancées technologiques qui ont permis à la Chine de produire des films à gros budget comme le film de science-fiction La Terre errante. Si la Chine n'avait pas progressé de manière fulgurante dans le numérique, l'aérospatial et les sciences fondamentales, ils n'auraient pas eu les moyens de le produire. Ni lui, ni des jeux comme Genshin Impact, ou encore Black Myth Wukong, ou le tout récent Where Winds Meet. Ces jeux brassent respectivement 11 millions, 12 millions et 8 millions de joueurs à travers le monde. Il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour pas reconnaître qu'ils sont magnifiques. Clairement, la Chine nous y montre sa maîtrise de l'art numérique, et elle le fait en nous racontant son univers mythologique. D'ailleurs, vous connaissez Neja et sa suite Neja 2, le film d'animation qui a volé le record mondial au box-office à Vice Versa 2 ? Eh ben, gardez-le en tête car on va en reparler. Les succès économiques et technologiques chinois ont permis de produire des contenus culturels ambitieux. Et ce contenu a amélioré l'image du pays en attirant l'attention d'un public mondial. Ce qui est en fait un cas d'école où le hard power, ici la technologie,
alimente le soft power. Mais on pourrait quand même se demander si cette percée du soft power chinois n'est pas finalement le résultat d'une stratégie de propagande bien rodée. Au 19e congrès du PCC en 2017, Xi Jinping il a fait un discours et il y a dit que sans une forte confiance culturelle, sans un grand épanouissement culturel, il n'y aura pas de renouveau de la nation chinoise. Ce qu'il veut dire par là, c'est que la Chine ne doit pas avoir honte de sa culture. Au contraire, il dit que celle-ci doit non seulement fédérer la population, soutenir le développement du pays, mais aussi le faire rayonner à l'extérieur. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Chine, cette idée de confiance culturelle peut sembler paradoxale. Personnellement, elle m'évoque une forme de réhabilitation de ce que la révolution culturelle avait cherché à effacer dans les années 60. Pendant la révolution culturelle, Mao Zedong, il appelait à détruire les 4 vieilleries. Vieilles idées, vieilles coutumes, vieilles cultures et vieilles habitudes. Le but, c'était de faire une refondation idéologique totale du pays. Mais Xi Jinping, lui, au contraire, il prône la réappropriation des racines culturelles. Et ça va du confucianisme à la poésie classique, en passant par les arts martiaux et la mythologie. Dans les deux cas, la culture reste un instrument politique. Sous Mao, sa destruction devait servir la révolution. Sous Xi, sa revitalisation doit servir l'unité nationale et le soft power. Mais ce serait manquer de respect à la population chinoise que de limiter ce nouveau rayonnement culturel à une seule stratégie d'État. Parce qu'il faut aussi comprendre les aspirations de la population. Parce qu'en vrai, ça n'a pas été facile pour les Chinois le siècle dernier. Ils l'appellent d'ailleurs le siècle de l'humiliation. Il y a eu les colonisations françaises, britanniques et japonaises, il y a eu les conflits internes meurtriers de la guerre civile puis de la révolution culturelle, et suite à ça, on a considéré leur pays comme l'atelier du monde et de la contrefaçon pendant 50 ans. Mais je crois que le pire, c'est qu'on a repris leurs histoires pour en faire des films ou des séries pas franchement représentatifs de leur pays. Les États-Unis ont repris Mulan et les Japonais, bon, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre, mais il y a notamment Dragon Ball Z qui a inspiré de l'histoire de Wukong et Kingdom qui a inspiré de l'histoire réelle de la Chine. En vrai, on peut comprendre que les Chinois, maintenant qu'ils ont les moyens, ils veulent reprendre le contrôle de leur culture. Ils veulent raconter leurs mythes, leurs histoires, leur société, et ils veulent le faire d'abord pour eux-mêmes, et puis pour les autres si ça les intéresse. C'est le réalisateur de Ne Zha, Jiao Zhe, qui le dit lui-même. Les histoires chinoises n'ont pas besoin de s'adapter délibérément au public occidental. Il pense que la culture traditionnelle chinoise est une immense source d'inspiration qui intéresse tout le monde. Et comment est-ce qu'on peut ne pas être d'accord ? C'est pour toutes ces raisons que des œuvres comme La Terre errante, Black Myth Wukong ou Ne Zha n'auraient jamais pu voir le jour si le Parti communiste chinois était à l'œuvre. D'autant qu'il nous a déjà montré qu'en termes de culture, ses compétences sont pas vraiment à la hauteur. En plus, le PCC a compris qu'il fallait lâcher un peu la bride sur la créativité de sa population s'il souhaitait faire vivre la culture du pays. Donc, malgré la censure, une grande diversité créative est tolérée, à condition qu'elle reste compatible avec les valeurs promues par le parti. Typiquement, le bouquin de science-fiction Le problème à 3 corps de Liu Cixin, il contient un chapitre entier critiquant sans concession la révolution culturelle et les horreurs et absurdités qu'elle a engendrées. Pourtant, c'est le livre de science-fiction le plus vendu en Chine, et on peut dire qu'on l'a très bien reçu chez nous. Pareil, vous devez pas connaître cette fois, mais je vous recommande l'émission If You Are The One. C'est l'émission de rencontre la plus regardée dans le monde sinophone, et elle a aussi été très bien reçue par chez nous. Les Australiens en tout cas, ils adorent. Vous voyez la différence entre ces productions et ça ? C'est que ces contenus culturels sont authentiques. Ils nous permettent de voir un truc qu'on ne voit jamais dans nos médias à nous. Une Chine contemporaine, populaire, accessible et même attachante. Gardez en tête qu'une culture vivante ne peut être décrétée par une autorité supérieure. C'est donc avant tout la population chinoise qui est active dans la réappropriation de sa culture. Le revival du Hanfu en est un autre exemple. Sa popularité était déjà montante en Chine quand Dior a sorti une jupe inspirée de cet habit traditionnel chinois sans jamais le citer. Cela a provoqué un scandale et ça a renforcé la sensibilisation du public à la valorisation de sa culture traditionnelle par et pour lui-même. Il y a encore quelques années, quand on sort avec des tenues comme ça, c'est très très étrange. Et aujourd'hui, je vais vous dire un secret, j'ai aussi une tenue comme ça que j'ai achetée. Et aujourd'hui, quand on marche dans la rue, c'est vrai qu'on sent très naturel. Et comment expliquez-vous ça ?
Oui, je suis d'accord. Auparavant, il y avait un mépris vis-à-vis de la culture traditionnelle de la Chine ancienne parce qu'on pensait qu'il entravait le développement social. Mais maintenant, avec la montée de la confiance en soi dans le domaine culturel de la nation chinoise, on est de plus en plus conscient de notre civilisation qui est vraiment riche en contenu et qui mérite d'être connue par le monde. Donc, en portant le hanfu, on veut bien montrer qu'on est fier d'être chinois. Soutenue par des politiques incitatives et encadrée par le PCC, la population chinoise s'approprie et réinvente les traditions pour les mettre en dialogue avec des enjeux contemporains. Vous vous souvenez de Jiao Zi, le réalisateur de Ne Zha ? C'est exactement ce qu'il a fait. Il n'a pas juste réécrit une vieille légende, non, ça ce serait trop facile. Il a repris la légende de Ne Zha, mais il s'en est servi pour parler de trucs qui traversent la jeunesse chinoise d'aujourd'hui, comme l'identité, le libre arbitre ou la pression sociale et familiale. Mais cette nouvelle confiance culturelle des Chinois ne nous explique pas pourquoi nous, jeunes occidentaux, nous sommes autant fascinés par la Chine. D'autant plus que le soft power, c'est pas juste une opération de com visant à redorer l'image d'un pays. Le soft power, c'est avant tout des récits et des valeurs qui travaillent nos imaginaires pour orienter notre perception du monde. Je vous propose donc qu'on s'intéresse d'un peu plus près au film d'animation Ne Zha, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il me parle autant à moi depuis mon point de vue très français, et pour s'interroger sur les récits et les valeurs qu'il porte. Ne Zha, c'est pas n'importe quel film d'animation. Le premier opus sorti en 2019 est resté premier au box-office chinois pendant 4 semaines d'affilée. Mais c'est surtout Ne Zha 2 qui a cartonné. Il est sorti pour le Nouvel An chinois de 2025 et il est devenu le film d'animation le plus rentable de tous les temps en seulement 3 semaines. Alors, c'est vrai, c'est surtout le marché intérieur chinois qui a permis ce succès. Du coup, il y a certaines personnes pour imaginer que les Chinois sont retournés exprès plusieurs fois au cinéma juste par nationalisme. Et franchement, je pourrais y croire. Mais j'ai vu le film, et en vrai, si certains Chinois sont retournés plusieurs fois le voir au cinéma, je pense sincèrement que c'est parce que le film est vraiment, vraiment bon. Et puis, regardez comment nous, en France, on se comporte avec la série Arcane ou le jeu clair-obscur. Nous aussi, on devient complètement zinzin quand il y a des trucs de chez nous qui ont du succès. En plus, si Ne Zha n'a pas beaucoup été vu en Europe et aux États-Unis, c'est parce que nos salles l'ont pas diffusé. Mais malgré ça, la critique est assez unanime. Le film est un vrai succès reconnu à l'international. En fait, Ne Zha 2, c'est devenu un fait culturel majeur du soft power chinois. Et on ne peut pas ne pas en parler. Parce que le réalisateur, lui, il parle déjà de suites et d'univers étendus comme pour les Marvel états-uniens. Faut comprendre qu'à la base, Ne Zha, c'est le personnage le plus populaire de la mythologie chinoise. Et il y a des dizaines, ou des centaines, ou peut-être même des milliers d'histoires, de légendes, de romans et de films à son sujet. Avec ce personnage, il y a vraiment de la matière pour créer un univers étendu. Et au regard de tout ce que j'ai vu jusque-là, ça promet d'être intense. Bon alors là, je vous ai donné le contexte. À partir de maintenant, je vais spoiler les 2 films Ne Zha, surtout le premier, et je vais essayer d'en dire le moins possible, mais je vais quand même donner des spoils. Donc passez à la section suivante si vous n'en voulez pas. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui soutiennent financièrement la chaîne. Je sais que j'ai pas publié de vidéos depuis longtemps, mais j'ai moins le temps d'écrire, et puis j'ai eu des soucis de script et de sujet. Enfin bref, un grand merci à vous. Si vous souhaitez m'aider financièrement vous aussi, les liens sont en description. Merci d'avance, et merci aussi à toutes celles et ceux qui likent, partagent et commentent. Ça m'aide vraiment beaucoup. À ce stade, vous l'avez compris, Ne Zha, c'est un récit inspiré de la mythologie chinoise. Le film mêle des histoires de dieux, de démons, de guerre et de destin. Le premier est un récit initiatique assez classique et proche de ce qu'on peut trouver dans Naruto par exemple. En fait, Ne Zha, il aurait dû être un héros divin, mais suite à un accident, il a reçu une énergie chaotique, ce qui fait de lui un démon. Attendez. Il faut que vous compreniez ce que démon veut dire pour les Chinois. Parce que c'est pas exactement pareil que pour nous. Chez nous, les démons, ils sont maléfiques par nature. On peut juste les tuer. En Chine, c'est pas pareil. Vous devez sûrement connaître l'idée du yin et du yang. C'est un principe de la philosophie taoïste. Et ça dit notamment que dans le bien, il y a du mal, dans le mal, il y a du bien, que les deux coexistent et sont inséparables. Eh bien, ce principe, il s'applique aussi aux démons chinois. Oui, il y en a des maléfiques, mais
Comme nous, ce qui les distingue, ce sont leurs choix et leurs actes. Donc oui, Nedja est un démon, mais pas dans le sens occidental du terme. Ça reste un bon garçon, même s'il est chaotique, colérique, impulsif, et il commet des désastres pour lesquels il éprouve assez peu de remords. Mais bon, quand on est le démon le plus puissant depuis je sais pas combien de temps, une grosse colère et il y a tout un village qui brûle. Du coup, les villageois, ils sont terrifiés par Nedja. Ils l'aiment pas. Ils ont même demandé à ce qu'il soit exécuté à la naissance. Mais les parents de Nedja, les 2 générales qui protègent le village des démons mal intentionnés, ils veulent pas tuer leur fils. Du coup, ils prennent la responsabilité morale des débordements de Nedja. Le premier film aborde énormément de sujets, là je ne fais qu'effleurer l'un d'entre eux. Mais il insiste quand même là-dessus, sur l'isolement de Nedja par rapport à son village et la pression qu'il ressent vis-à-vis de ses parents qui font tout pour lui. Et je sais pas vous, mais moi, avant, j'avais jamais vu un film d'animation qui montre des parents aussi dévoués pour leur enfant, qui ne le blâment pas d'être juste bizarre. Ils sont fermes quand il fait de la dé, mais en même temps, ils tentent tout ce qu'ils peuvent pour l'aider et le soutenir. Et si on voit pas souvent ça en Occident, je crois que c'est parce que chez nous, le conflit est toujours, ou en tout cas la plupart du temps, au sein de la famille et pas en dehors. Regardez, on va comparer Nedja avec la Reine des Neiges pour que vous compreniez bien la différence. Elsa, comme Nedja, est née avec un pouvoir dangereux qui l'isole. Mais il y a une grande différence parce que Elsa, ce qui la rend dangereuse, c'est pas la peur que les autres ont d'elle, c'est la peur qu'elle a d'elle-même. Une peur qui lui a été inculquée par ses parents. Elle est dans un combat intérieur directement hérité de la famille. Nedja, lui, il est dangereux parce que les villageois ont peur de lui. Et à force de le traiter comme un démon, ils le destinent à en devenir un. Nedja n'est pas dans un combat intérieur dû à la famille, il est dans un combat extérieur. C'est pour ça que sa famille peut le soutenir. Alors attention, je suis pas en train de dire que Nedja est mieux que la Reine des Neiges. Ce que je vous explique là, c'est que les 2 films ne parlent pas de la même chose. L'un parle de se libérer d'un trauma familial, autrement dit de se libérer de la famille, l'autre parle de se libérer d'un destin social. Les 2 sujets sont importants et légitimes à traiter. Mais moi, je sais que ça me fait du bien de voir autre chose que des traumatismes familiaux dans un film d'animation. Parce que Disney Pixar, ils en ont quand même fait leur marque de fabrique. Ce qui est tout à fait normal en fait. Pour nous, en Occident, la liberté, c'est avant tout une quête d'autonomie. C'est pour ça que nos héros cherchent à s'émanciper de la famille. Soit en l'aménageant à leur sauce, comme dans Coco, Alerte Rouge ou Rebelle, soit en la quittant pour trouver leur liberté ailleurs, comme dans Élémentaire, Lucas ou Vaiana. Dans les 2 types de récits, le message, c'est ta liberté égale ton identité personnelle. Et pour la trouver, il faut s'affirmer contre le groupe d'origine, qui est la famille. Cette vision de la liberté, c'est le cœur de l'idéal libéral occidental. En Chine, il y a une autre vision de la liberté. Là-bas, la philosophie dominante, c'est la philosophie confucéenne. Et elle propose de chercher sa liberté en assumant ses responsabilités pour trouver sa juste place dans le groupe. Pour montrer ça à l'écran, il faut faire exister le groupe en question. Dans Nedja, ce groupe, c'est le village. C'est ces gamins, c'est ce vieux, c'est cette dame, c'est la société dans laquelle il vit. Parce que dans les films chinois, la société existe, ce qui n'est pas le cas chez nous. Regardez La Reine des Neiges. Le monde extérieur d'Arendelle, c'est juste une toile de fond plutôt passive. À la limite, le prince renégat est actif, mais il fait même pas partie d'Arendelle, il vient juste d'arriver. Il a jamais fait partie de la communauté d'Elsa. Quand elle le défonce et qu'elle sauve toute la ville au passage, c'est juste une conséquence de sa guérison intérieure. Finalement, elle n'a jamais été confrontée à ceux qui vivent dans sa ville. Et ces derniers sont réduits à une foule passive et facilement manipulable par le premier pecno qui passe. Dans Nedja, le village n'est pas un décor. C'est un personnage à part entière. Il a des voix, des mémoires, il se manifeste régulièrement et il faut sans cesse négocier avec lui. Du coup, quand Nedja le sauve, c'est pas juste une conséquence d'une guérison intérieure. Il fait le choix conscient de sauver ceux qui l'ont toujours marginalisé. Et c'est comme ça qu'il se libère de son destin de démon. Alors, je sais ce que vous allez me dire, que c'est encore un de ces films qui nous explique que pour être toléré et respecté dans une société, il faut soit qu'on sauve le monde, soit qu'on se sacrifie. Et vous savez quoi ? J'aurais tendance à être d'accord avec vous. Mais c'est pas ce que je vois dans Nedja. Déjà, le film reconnaît quelque chose que beaucoup de récits évitent. En fait, l'exclusion a parfois une cause. Parfois, t'es vraiment un sale con dangereux pour les autres.
Dans Neja, l'exclusion n'est pas gratuite et elle reflète assez bien la réalité des relations humaines. Le village a raison d'avoir peur. Ils se battent régulièrement contre des démons mal intentionnés et la puissance de Neja est objectivement dangereuse. Il l'a démontré malgré lui. Donc j'ai l'impression que, plus que normaliser le sacrifice des marginaux, le film pose une question difficile. Quand votre pouvoir menace les autres, qu'en faites-vous ? Et forcément, la réponse du film est la seule bonne à donner. On l'utilise de manière responsable. Et on le fait pas pour être aimé ou parce qu'on y est forcé, on le fait parce qu'on le décide. Alors, c'est bien joli cette histoire d'émancipation individuelle, mais ça soulève quand même des questions. Qu'est-ce qui se passe quand l'exclusion n'est pas l'effet d'une peur légitime, mais d'un système organisé ? Et si certaines personnes étaient délibérément désignées comme des boucs émissaires ? Eh ben, c'est là que le deuxième film arrive. Alors, gardez bien en tête que ce que je vous dis des films Neja, ça représente même pas un quart de tout ce qui s'y passe. J'aurai jamais le temps de tout expliquer, c'est juste ce qui, moi, m'a le plus touché. Et ce que j'ai aimé, c'est que dans le deuxième film, la quête de liberté passe de l'individuel au collectif, de la responsabilité à la rébellion. Dès le début du film, un conflit oppose le clan des dragons et Neja et son village. Mais après plusieurs rebondissements, ils comprennent qu'ils ont été manipulés par un pouvoir corrompu. Vous le voyez venir, une fois le complot déjoué et dans un combat final XXL, tous s'unissent pour vaincre ce pouvoir. D'une guerre entre les peuples, ils sont passés à une révolution. Dans le premier Neja, il nous disait « Je suis le maître de mon destin ». Il rejetait ainsi l'identité de démon qu'on lui a collée. Dans ce deuxième film, il hurle Dans les deux films, le message reste le même. Ce n'est pas mon identité qui forge mon destin, ce sont mes choix et mes actes. Mais dans ce deuxième opus, Neja assume son identité de démon pour la transcender. On peut même voir dans sa métamorphose physique la possibilité pour l'homme de trouver son vrai moi en temps de crise. Autrement dit, c'est dans la lutte que l'on s'élève. À partir de là, vous devez comprendre pourquoi j'ai été matrixé par ce film. C'est un peu comme s'il nous hurlait que le pouvoir mérite d'être questionné et renversé s'il est injuste et corrompu, et mieux que ça, qu'on peut le vaincre en unissant nos forces. La dernière fois que j'ai vu un film d'animation aussi révolutionnaire, c'était en 2001 avec Les 1001 pattes. Mais en comparaison, je trouve que Neja est bien plus mature, parce que le propos politique du film est loin d'être naïf. Déjà, aucun mensonge n'est tenu sur le coût de la lutte, et il est très élevé, mais surtout c'est pas parce que t'as vaincu un Gus que ça signifie la fin de toute une oppression. Et ça, c'est le roi des dragons qui le relève. Ce à quoi Neja répond avec défi. Et quand son ami décide de le rejoindre pour l'aider à changer le monde, il est pas surpris. Là, c'est l'ambition juvénile et le désir de changement qui sont célébrés. Le film encourage la jeunesse à changer le monde en questionnant le pouvoir. Rien que ça. Et puis surtout, il capte l'esprit de défi juvénile, mais il l'arme de lucidité. Non, la victoire ne sera pas facile, et oui, ça va être très dur, mais au final, la lutte elle-même est digne, nécessaire, et c'est elle qui forge l'identité authentique. En tant que jeune de 35 ans et en tant que gauchiste avide de changement social, je vous cache pas que la Chine a su toucher mon cœur avec ce film. Et je m'en fiche que certains y voient juste un film anti-américain. Je m'en fiche qu'il puisse y avoir une seconde, une troisième ou 100 lectures différentes. Moi, ce qui m'a touché, c'est le combat existentialiste de Neja et cette lutte collective victorieuse et lucide. Alors non, s'intéresser et reconnaître les qualités de Neja, ce n'est pas idéaliser la Chine. Et ce n'est pas non plus en faire un modèle politique à imiter. La Chine comme projet politique, c'est pas ma came. Ma France, mes prud'hommes, ma sécu. Par contre, les imaginaires alternatifs chinois, je dis oui tous les jours. Et vous savez quoi ? Je pense que c'est de là que vient le succès du soft power chinois. En fait, Neja nous propose une vision du monde alternative et cohérente. Au moment où ça fait 40 ans qu'en Occident, c'est plus facile d'imaginer la fin du monde sous toutes ses formes que la fin du capitalisme.
Et puis il faut être réaliste, si la Chine a la cote en ce moment, c'est aussi parce que les États-Unis vivent le plus grand downfall de leur histoire. Dites-vous, d'après un article du Courrier International, il y a plus de 40% des États-Unis qui aimeraient changer de pays. 40%, c'est presque la moitié de la population. Et puis il faut dire ce qui est. À force de menacer et humilier ses alliés, à force d'imposer des taxes à tout le monde, à force d'harceler tous les étrangers vivant sur son territoire, les États-Unis font plus vraiment rêver. En tout cas, bien moins qu'avant. D'ailleurs, le tourisme européen y a baissé de 20 à 30% depuis la réélection de Trump. Et puis il faut voir comment se porte Hollywood en ce moment. Mal, à l'évidence. Ça fait 15 ans qu'on est piégé dans une boucle de nostalgie perpétuelle. Les remakes et les suites sont les seuls qui cartonnent au box-office. Si t'as pas vu les premiers, t'es baisé. Mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est que dans les films les plus populaires d'Hollywood, le système, le pouvoir, les injustices, rien n'est jamais remis en question. La seule chose que nous pouvons attendre des héros d'Hollywood, c'est de maintenir l'ordre et toujours en nous débarrassant de ceux qui voudraient changer le monde, que ce soit en bien ou en mal. D'ailleurs, ceux qui veulent changer le monde pour le rendre meilleur, ils finissent toujours par devenir des tyrans, prêts à massacrer des milliers de personnes. C'est le cas de Killmonger dans Black Panther, de Victor dans Arcane, de Daenerys dans Game of Thrones ou même de Thanos dans Avengers. En fait, pour Hollywood, mais plus globalement pour l'Occident, l'antagonisme principal, c'est pas des dieux, des démons ou le destin, c'est le changement. Dans un monde qu'on nous présente sans alternative, c'est le changement qui est perçu comme une menace. Sauf que, dans un monde en changement permanent, ça finit par être lourd, voire carrément autoritaire. Pour moi, la nouvelle popularité de la Chine est loin d'être anodine. Elle dit quelque chose de notre soif de changement. Quand on veut du changement, on cherche des alternatives à ce qui existe. Et le soft power chinois répond à cette recherche. Il nous montre des alternatives idéologiques, culturelles et sociales. Il nous montre que le réel n'est pas condamné à l'uniformité et l'immobilisme occidental. En tout cas, c'est l'effet qu'il a sur moi. Je sais pas vous, mais moi j'ai faim d'autres manières de raconter l'héroïsme, le pouvoir, la société, l'amour et tout le reste. Mais du coup, est-ce que le soft power chinois est une menace pour nous ? Eh bah, seulement si on considère la Chine comme une personne qui essaierait de nous agresser, ce qu'elle n'est pas. La Chine, c'est pas une personne, c'est un pays. C'est un pays peuplé de 1,4 milliard de Chinois. Des Chinois qui sont eux-mêmes traversés par des rêves, des valeurs, des certitudes et aussi des contradictions. Pour moi, la montée du soft power chinois est juste le reflet d'une population avide de créer et de parler de ce qui la préoccupe. Et je pense que c'est une vraie opportunité pour nous. Déjà parce qu'être confronté à une autre culture, c'est toujours un bon moyen de se décentrer. Ça relativise nos évidences, ça permet de voir que nos récits dominants ne sont pas naturels et ça nous montre que d'autres mondes existent. En gros, ça brise le « there is no alternative » sur le mur de l'altérité et ça fait un bien fou. Mais surtout, pouvoir accéder à la culture chinoise n'était pas si facile jusqu'à présent. Maintenant qu'on en a la possibilité, on peut en apprendre davantage sur la Chine, sur ce qui compte pour sa population, ce dont elle aime parler, comment elle en parle, etc. Et on devrait s'en réjouir. Parce que peu importe ce qu'on pense du PCC, c'est certain que, vu la popularité de Neja 2 en Chine, on a beaucoup de points communs avec sa population. En ce qui me concerne, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de la culture chinoise en général, comme on a certainement beaucoup à apprendre de toutes les cultures du monde. Il ne tient qu'à nous d'arrêter de les diaboliser, de reconnaître leurs valeurs et d'enfin apprendre à apprendre d'elles. 但随即一眼踏过一眼中思念我一眼听见北方传来清晰的呼喊看到希望出现在你面前穿过这梦境把故事听遍我看透这世界已放心平淡不断修炼的去跨越这一切谁理跟我这么邂逅我不在乎你到底来自何方随时都握紧拳头在背地之上皆形成永恒上的光不停地向前走，结果是少数人少